Grèce antique, il y a 2500 ans. Un philosophe nommé Héraclite se tient au bord d'une rivière et prononce une phrase qui va hanter l'humanité pendant des millénaires. On ne se baigne jamais 2 fois dans le même fleuve, car la seconde fois, ce n'est plus ni la même eau, ni le même homme. Pense à cette phrase une seconde, mais vraiment. Le fleuve coule, l'eau que tu touches maintenant n'est déjà plus là. Chaque seconde, c'est une eau différente, une température différente, des particules différentes. Mais ce n'est même pas ça le plus troublant. C'est la deuxième partie. Ce n'est jamais le même homme. Ce n'est plus le même homme. Alors toi qui écoutes ces mots en ce moment, tu n'es déjà même plus la même personne qu'il y a 10 ans, même pas la même qu'il y a 1 an, même pas la même qu'hier et peut-être même pas la même qu'il y a 5 minutes. La personne qui s'est réveillée ce matin n'existe déjà plus, elle a été remplacée par une version légèrement différente. Cellule après cellule, pensée après pensée, micro-décision après micro-décision. Et pourtant, combien de fois est-ce que tu t'es dit « c'est comme ça que je suis » ? Combien de fois as-tu entendu « les gens ne changent pas » ? Combien de fois t'es-tu enfermé dans une identité figée, comme si tu étais une statue de marbre plutôt qu'un fleuve en mouvement perpétuel ? Le philosophe Héraclite Éphèse au 5e siècle avant notre ère a formulé une vérité qui hante encore nos vies. Rien n'est permanent, sauf le changement. Quelques mots et une évidence biologique. Et pourtant, mais combien d'entre nous vivent comme si nous étions des statues de marbre ? Alors pourquoi cette comédie ? Pourquoi est-ce qu'on se répète tout le temps ce message collectif qu'on ne peut pas changer ? Et pourquoi cette industrie du développement personnel qui nous vend des méthodes pour devenir une meilleure version de nous-mêmes, alors que nous devenons déjà une autre version de nous-mêmes chaque jour, sans le vouloir, sans le savoir et sans payer personne ? L'écrivain américain John Steinbeck l'avait bien compris. Le changement arrive comme un vent léger qui plie les branches des arbres et bruisse dans les feuilles. On ne le voit pas, mais on voit ses effets. Alors pendant que tu lis des tonnes de bouquins sur comment transformer ta vie en 21 jours, que tu suis des formations sur le changement, que tu paies des coachs pour t'aider à débloquer tout ça, tu changes déjà, sans permission, sans méthode et sans garantie de remboursement, si ça ne te plaît pas. Alors la vraie question n'est pas « comment changer ?» Ce serait plutôt « pourquoi est-ce que je résiste au changement qui se produit déjà en moi ?» Et la réponse à cette question va peut-être te mettre un peu en colère. Bienvenue dans Hypnose et Hérésie, une anatomie de l'invisible. Je suis Maëva, hypnothérapeute et préparatrice mentale. Ici, on explore ce que l'on préfère taire, les croyances limitantes, le stress, les peurs et les illusions du développement personnel. Bienvenue à toi dans cet espace où la complexité humaine n'est pas aplatie mais célébrée, où les contradictions sont explorées plutôt qu'effacées. Chaque épisode t'invite à une plongée profonde, où nous prendrons le temps d'examiner les nuances et les mécanismes subtils qui façonnent notre expérience intérieure. Aujourd'hui, j'ouvre une mini-série qui va bousculer tout ce que tu crois savoir sur le changement. 4 épisodes pour démonter pièce par pièce ce mythe que l'industrie du développement personnel nous vend à prix d'or. L'idée que tu dois devenir quelqu'un d'autre pour être heureux. Rien que ça. Ce premier épisode t'invite à regarder en face une vérité paradoxale. Tu changes constamment, de manière involontaire, biologique, inévitable. Mais le changement que tu veux, celui que tu planifies, celui pour lequel tu paies des coachs, des formations, des thérapies, celui-là résiste comme un mur de béton. Pourquoi ? Parce que personne ne t'a jamais expliqué la différence fondamentale entre le changement qui se fait à toi et celui que tu veux faire par toi-même. Respire avec moi un instant. On va parler de quelques paradoxes. Ces paradoxes d'amélioration, de thérapie, de changement. Des choses qu'on fait, qu'on tente, qu'on essaye pour changer, pour évoluer, pour devenir autre chose, mieux, un peu plus. Mais ton corps, lui, n'a jamais cessé de changer, jamais, jamais. Il change sans permission, il change sans plan, et encore moins en t'en informant.
Alors pourquoi est-ce que toi, spécifiquement, tu te sens coincé dans cette version que tu n'aimes pas? Pense à ça une seconde. Car aujourd'hui promis, on va explorer ça ensemble, sans bullshit, sans solution miracle, sans complaisance, juste explorer une vérité brute de ce qui se passe réellement quand un humain essaie de se transformer. La danse invisible des cellules. Commençons par une vérité biologique que ton cerveau trouve profondément dérangeante. En ce moment même, pendant que tu es en train de m'écouter, tu es en train de mourir. Ouais, carrément. Mais de renaître également. Alors laisse-moi te donner quelques chiffres qui vont fissurer cette illusion confortable de permanence. Toutes les 10 minutes, tu perds et remplaces environ 50 millions de cellules. 50 millions par tranche de 10 minutes. Ta peau, cette frontière que tu crois stable entre toi et le monde, elle se renouvelle entièrement tous les 14 à 28 jours. Comme si chaque mois, on portait littéralement une nouvelle peau. Et les cellules qui tapissent ton estomac et tes intestins vivent à peu près entre 2 et 5 jours. Grand max, 5 jours. Alors chaque semaine, ton système digestif lui aussi est un organe totalement nouveau. Tes globules rouges, 120 jours de durée de vie. Tous les 4 mois, tu as un sang neuf, complètement différent qui coule dans tes veines. Et même tes os, que tu imagines solides, permanents, se renouvellent continuellement. Il paraît que le squelette complet d'un adulte se régénère tous les 10 ans environ. Alors après tout ça, pose-toi cette question. Qui es-tu exactement? Si le corps que tu appelles moi n'est qu'un fleuve de matière en renouvellement constant, qu'est-ce qui reste stable là-dedans? On ne se baigne jamais 2 fois dans le même fleuve, nous rappelle encore Héraclite, mais ça va bien plus loin que ça. Parce qu'il ne s'agit pas seulement que de nos cellules. Nos souvenirs aussi y changent. Et les neurosciences l'ont démontré. Chaque fois que tu te souviens d'un événement, c'est pas comme si tu lisais un fichier qui était archivé dans ton cerveau, non. Chaque fois que tu repenses à un souvenir, tu le reconstruis. Et à chaque reconstruction, tu vas le modifier légèrement, sans t'en rendre compte. Alors peut-être que ce souvenir d'enfance que tu chéris profondément, cette dispute marquante avec ton ex, ce moment de honte qui te hante depuis des années, eh bien ils n'existent plus tels qu'ils se sont produits. Ils ont été réécrits, ils ont écrit réédités, enjolivés ou noircis, et sans même qu'on s'en rende compte. Et ironiquement, notre identité, cette chose qu'on défend avec acharnement comme si c'était une forteresse immuable, est construite sur des souvenirs qui sont eux-mêmes en perpétuelle réécriture. Alors tu n'es pas seulement en train de changer physiquement, tu es aussi en train de réécrire psychiquement en permanence et à ton insu. Le mensonge confortable de la permanence. Après avoir évoqué toutes ces évidences biologiques, pourquoi diable est-ce qu'on s'accroche encore à cette idée que on ne peut pas changer ? Eh bien peut-être parce que c'est infiniment plus confortable que d'accepter la vérité. Alors écoute bien, si on accepte qu'on change constamment, on perd aussi nos plus belles excuses. On ne peut plus se dire « Ah, c'est comme ça que je suis ». On ne peut plus se dire « Ah bah non, je suis trop vieux pour changer ». On ne peut plus se dire « Ah non mais ma famille est comme ça, c'est dans mes gènes ». Donc si on admet que le changement est notre état naturel, on doit aussi admettre que la souffrance actuelle n'est pas une fatalité gravée dans le marbre, n'est-ce pas? Et que cette souffrance, elle aussi, elle est changeante, elle est modifiable, et peut-être même un peu de notre responsabilité. Et ça, mon ami, c'est terrifiant, parce que ça veut dire que tu aurais pu agir différemment, que nous aurions pu agir différemment. Ça veut dire que tu pourrais agir différemment maintenant, et que les années passées dans un schéma destructeur n'étaient peut-être pas inévitables. Ouais, je sais, je suis pas sympa. Blaise Pascal, dans ses pensées, écrivait quelque chose de brutal, certes, mais magnifique à la fois. Le temps ne guérit rien. Il enseigne seulement à endurer ce qui ne peut être guéri. C'est nous qui changeons. On laisse un peu résonner. Le temps ne guérit rien. C'est violent, non ? Parce qu'on passe notre vie à se dire « Bah, ça passera avec le temps » ou « Le temps arrange les choses » ou « Laisse du temps au temps ».
Mais là, Pascal, il nous gifle, il nous met un gros kick dans la tête, parce que le temps est neutre en soi, il ne fait rien, il ne répare rien, il ne guérit rien. C'est toi qui changes, c'est moi qui change, nous qui changeons. Réfléchis à ça quand tu te dis « le temps a guéri cette blessure ». Bah, c'est peut-être pas tout à fait vrai, car le temps n'a rien fait, il était juste là, à défiler indifféremment, à faire son temps. C'est toi qui as changé. Ce sont tes circuits neuronaux qui se sont recablés, ce sont tes priorités qui se sont déplacées. Peut-être car ton contexte de vie, lui, s'est modifié, et qu'après de nouvelles expériences ont recouvertes les anciennes. Et peut-être effectivement que tu es devenu quelqu'un d'autre, quelqu'un pour qui cette blessure n'a plus le même poids. Mais là, le temps n'est qu'un véhicule. C'est toi qui as bougé à travers ce temps. Et c'est à la fois terrifiant et libérateur. Terrifiant parce que ça veut dire que tu ne peux pas juste attendre que ça passe. La passivité, ça ne guérit pas grand-chose. Mais c'est libérateur parce que ça veut dire que tu as déjà prouvé ta capacité à changer. Tu as déjà prouvé ta capacité à devenir quelqu'un d'autre, à transformer ta relation à la douleur. Et tu l'as déjà fait, plusieurs fois, plein de fois, et sans même t'en rendre compte. Quand tu penses à tes goûts musicaux qui ont changé sans t'en rendre compte, tes opinions politiques qui ont évolué au fil du temps, ta posture corporelle qui se modifie en fonction des gens que tu fréquentes, ton vocabulaire qui bouge selon ton cercle social, tu changes même de signature si tu compares celle que tu as aujourd'hui à celle d'il y a 10 ans. Bref, le changement involontaire, ce n'est pas un problème, c'est un quotidien, ça se fait tout seul. Alors pourquoi est-ce que quand on veut changer volontairement, c'est si difficile ? Pourquoi est-ce que cette résolution qu'on a là tous les ans de manger sainement, pourquoi est-ce qu'elle s'effondre après 3 jours ? Pourquoi est-ce que ce projet de faire du sport régulièrement reste à l'état de projet ? Et pourquoi ces patterns relationnels toxiques se répètent année après année malgré toutes tes bonnes intentions ? Là encore, la réponse va peut-être t'agacer un petit peu. L'industrie du mensonge. Parlons maintenant de mon mensonge, mais préféré, c'est vraiment mon préféré de toute l'industrie du développement personnel. Parce que j'y ai cru à un certain moment, car aussi véhiculé dans les formations. Le gros mytho, le voici. Il suffit de 21 jours pour créer une nouvelle habitude. 21 jours. Soit 3 petites semaines. Un délai tellement parfait pour un programme en ligne, un challenge Instagram ou un coaching éclair. Assez court pour que tu l'achètes, et assez long pour que tu abandonnes avant la fin, mais aussi assez flou pour que, s'il y a un échec, c'est de ta faute, pas de la leur. Mais d'où est-ce qu'il vient, ce chiffre magique ? Laisse-moi te raconter. Dans les années 1960, il y avait un chirurgien plasticien qui s'appelait Maxwell Maltz. Et ce chirurgien observait que ses patients mettaient environ 21 jours à s'habituer à leur nouveau visage après une chirurgie. 21 jours à s'habituer, habituer. Donc 21 jours pour ne plus sursauter devant le miroir, on parle de ça. Donc du coup, Maltz, là, il a fait un petit saut logique, certes discutable, et il s'est dit, bah tiens, si le cerveau met 21 jours à intégrer un changement imposé par l'extérieur, peut-être qu'il peut mettre aussi 21 jours à intégrer un changement voulu, non ? Pourquoi pas ? Du coup, il a écrit un bouquin. Le bouquin est devenu un best-seller. Et le mythe se répand comme une traînée de poudre. Et pendant 60 ans, tout le monde répète ce chiffre magique comme une vérité scientifique. Sauf qu'en 2009, une chercheuse de l'University College London, Philippi Lally, a décidé de vérifier cette hypothèse. Et elle a suivi une centaine de personnes pendant 12 semaines. Elle leur demande simplement d'adopter une seule nouvelle habitude simple, comme boire un verre d'eau au petit déjeuner, faire 10 minutes de marche ou manger un fruit au déjeuner. Résultat, en moyenne, il faut 66 jours pour qu'une habitude devienne automatique. Et 66 jours, ce n'est qu'une moyenne, parce que bien sûr, ça dépend de la difficulté de l'habitude, et les résultats varient entre 18 pour les plus simples et 254 pour certains. 254, le temps de gestation, presque 9 mois pour automatiser une habitude simple. Donc imagine pour quelque chose de plus complexe, imagine pour changer un trait de personnalité profond, imagine pour transformer une croyance qui est ancrée dans l'enfance. Mais bon, on est d'accord, 254 jours pour changer, ça ne se vend pas aussi bien qu'un challenge Insta 21 jours, n'est-ce pas ? L'industrie du développement personnel a récupéré ce mythe parce qu'il est parfait, en fait, pour ce modèle économique. Il est assez court pour qu'on achète le programme, assez long pour qu'on ait l'impression de faire un vrai effort, et assez court normalement pour que tu échoues et
en plus que tu rachètes le programme suivant. Et quand tu échoues, parce que bien sûr, tu vas échouer, c'est biologiquement inévitable, qui porte le blâme? Alors oui, tu peux en mettre plein la tête au coach ou au thérapeute, je serais bien d'accord avec toi. Mais qui est-ce qu'on blâme en premier? C'est nous-mêmes, c'est toi, c'est ton manque de volonté, c'est ta résistance au changement, c'est ton auto-sabotage, mais c'est rarement la méthode qui est questionnée, c'est toujours nous-mêmes. C'est à peu près aussi honnête qu'un vendeur de parapluie troué qui t'accuserait d'être mal synchronisé avec la pluie quand tu es trempé. Je finis de râler sur ces 21 jours, car pendant ce temps-là, à 10 000 km de nos gourous Instagram, au Japon, après la Seconde Guerre mondiale, les ingénieurs de Toyota développent une philosophie radicalement différente. Ils l'ont appelée Kaizen, littéralement amélioration continue. On ne parle pas de transformation spectaculaire du jour au lendemain. On ne parle pas de challenge de 21 jours pour révolutionner son usine. On part d'une règle simple, presque insultante, tellement elle est modeste. L'idée, c'est d'améliorer les choses de 1% chaque jour. 1%, un tout petit pourcent. Pas 50, pas 20, pas 10, 1% de putain de pourcent. Je ne fais pas référence à un film YouTube qui parlerait de gravir l'Everest, quoique, même son auteur a mis des mois d'entraînement progressif avant de pouvoir le monter, ce sommet, et pas 21 jours. Donc tu vois, même quand on vend du spectacle, la vraie transformation reste lente, elle reste progressive et cumulative. Le Kaizen repose sur un principe mathématique qui est très simple mais redoutable. Si tu t'améliores de 1% chaque jour pendant un an, tu ne progresses pas de 365%. Tu progresses de 3778%. Parce que les améliorations se composent, se multiplient et s'accumulent. C'est un peu comme l'intérêt composé en finance, où une petite amélioration aujourd'hui devient la base d'une amélioration demain, qui devient la base d'un autre après-demain, et ainsi de suite. Et à l'inverse, ça marche évidemment aussi. Si tu détériores de 1% chaque jour parce que peut-être tu abandonnes, tu te décourages, en un an, tu vas retomber souvent proche de zéro. Et voilà le problème. Le Kaizen, ça ne se vend pas très bien. Parce qu'il n'y a pas de belles promesses, ça ne permet pas de guérir la souffrance en 3 semaines, de t'offrir une transformation radicale. Ça dit juste, fais un tout petit effort aujourd'hui et après tu recommences. Et en vrai, forcément, c'est chiant, c'est lent, c'est ennuyeux, il faut être patient. Et c'est précisément pour ça que ça marche. Donnons des exemples. Tu veux te mettre à la méditation? Ne fais pas 30 minutes par jour dès demain. Prends juste 2 minutes, 2 petites minutes. Tu veux écrire un livre? Ne te force pas à faire 2000 mots par jour. 50 mots, 50, très bien, même 10, une phrase si tu veux. Tu veux te remettre au sport? Oublie ton heure entière de crossfit. Fais 5 pompes, 5 abdos, 5 minutes de marche. Bref, le Kaizen comprend quelque chose que l'industrie du développement perso refuse d'admettre. Notre cerveau déteste les changements brutaux. Il les interprète comme des menaces. Mais il adore les micros-ajustements. Il adore les petits pas. Il adore les victoires minuscules. Parce que ces petits pas, ils ne déclenchent pas d'alarme, ils se glissent juste sous le radar de la résistance au changement. Et la vérité, c'est que le changement volontaire est difficile parce que notre cerveau n'a jamais été conçu pour les révolutions. Notre cerveau a été optimisé par des millions d'années d'évolution. Pourquoi? Pour l'évolution, justement, pas la révolution. L'adaptation progressive, l'amélioration incrémentale, la transformation par accumulation. Alors forcément, quand on essaye de tout changer d'un coup, c'est comme désautomatiser toute ta vie en 21 jours. Ton cerveau, il pète un plomb, il voit ça comme une menace existentielle. Et il résiste de toutes ses forces. Et c'est pas parce que tu es faible, c'est parce que tu es trop bien conçu pour accepter des transformations brutales et dangereuses. L'environnement est plus fort que ta volonté. Laisse-moi te raconter une histoire qui va exploser un peu tout ce que tu crois savoir sur la volonté et le changement. Vietnam, 1971. Environ 20% des soldats américains stationnés au Vietnam sont dépendants à l'héroïne. 20%, un cinquième des troupes accros à l'héroïne. Le gouvernement américain panique. Ils imaginent des dizaines de milliers de vétérans héroïnomanes qui vont rentrer aux États-Unis et créer une épidémie de toxicomanie. Alors ils mettent en place des programmes de désintoxication. Ils se préparent à cette crise sanitaire majeure. Et puis, ils observent quelque chose de vraiment troublant. 95% des soldats dépendants arrêtent l'héroïne spontanément dès leur retour aux États-Unis. 95%.
alors qu'on parle de l'une des drogues les plus addictives et les pires du monde. 95% et sans désintoxication forcée, sans programme intensif, simplement en changeant d'environnement. Alors comment est-ce possible ? C'est plutôt simple en réalité. Leur dépendance n'était pas à l'intérieur d'eux, elles étaient entre eux et leur contexte. Au Vietnam, il y avait le stress permanent, on était dans un contexte de guerre, et il y avait une grande facilité d'accès à la drogue, et une absence bien sûr de structures sociales, familières, et des traumas quotidiens à n'en plus finir. Tandis qu'aux États-Unis, quand ils sont retournés dans un cadre familier, en présence de leurs proches, dans un environnement social régulé, avec des rituels quotidiens, moins de pression, etc., etc., ça s'est fait tout seul. Et c'est incroyable. Le psychologue B.J. Fogg, directeur du Persuasive Technology à Stanford, a créé un modèle révolutionnaire du comportement. Il l'appelle, sans modestie aucune, le modèle Fogg, comme lui. Selon son modèle, comportement égale motivation fois capacité fois déclencheur. Concrètement, tu ne fais quelque chose que si 3 conditions sont réunies simultanément. Premièrement, la motivation, c'est-à-dire que tu veux vraiment faire le truc. Deuxièmement, la capacité, est-ce que c'est facile à réaliser dans ton contexte actuel ? Et troisièmement, le déclencheur. Il faut qu'il y ait quelque chose qui te rappelle de le faire au bon moment. Et si l'une de ces 3 variables est à 0, le comportement ne se produit pas. Peu importe à quel point tu veux vraiment changer. Je te donne un exemple très terre-à-terre. Imaginons que tu veux te remettre au sport. Tu as de la motivation, parce que tu as des raisons solides, peut-être pour ta santé, ton apparence, ton énergie. Les capacités. Oui, mais la salle de sport est à 30 minutes en voiture, il faut payer un abonnement, prévoir des vêtements spéciaux, trouver une heure dans le planning déjà surchargé. Et le déclencheur, il n'y a rien dans ton environnement qui ne te rappelle d'y aller. Résultat, t'y vas pas. Pas parce que tu manques de volonté, mais parce que ton environnement sabote ton intention à chaque étape. Alors que si on inverse la situation, imagine, tu achètes des baskets confortables que tu laisses à côté de ton lit ou que tu mets en évidence. Tu choisis une activité de 10 minutes, style marcher, courir, près de chez toi. Tu bloques un créneau, tu le notes dans ton agenda. Et si tu veux, tu trouves un partenaire qui t'attend à heure fixe. La motivation est la même, mais la capacité fois déclencheur sont multipliées par 10. Et soudainement, tu deviens cette personne que tu veux enfin, qui a de la discipline. L'écrivain James Clear, dans son livre Atomic Habits, résume ça brillamment. Tu ne te lèves pas à ton niveau d'objectif, tu descends au niveau de tes systèmes. Ce qu'il veut dire, c'est oublie tes intentions, construis un environnement qui rend le changement inévitable. Le paradoxe de l'acceptation radicale. Et maintenant, je vais te proposer quelque chose qui va sembler complètement contradictoire avec tout ce que je viens de te dire. Et si le secret pour changer, c'était d'arrêter d'essayer de changer ? Ouais, je sais, ça sonne comme du bullshit de gourou New Age, mais en réalité, c'est l'une des plus anciennes sagesses de l'humanité. Les taoïstes chinois, il y a 2500 ans, avaient un concept appelé Wu Wei, littéralement non-agir, ou agir sans forcer. Ce qui ne veut pas dire passivité ni renoncement. C'est l'art d'agir en harmonie avec le mouvement naturel des choses plutôt que contre lui. C'est l'intelligence de l'eau. Elle ne force jamais son passage, et pourtant, avec le temps, elle érode les montagnes. Le Tao Te Ching, ce texte fondateur du taoïsme attribué à Lao Tzu, dit quelque chose de magnifique au chapitre 78. Écoute bien. Rien au monde n'est plus souple et plus faible que l'eau. Pourtant, pour attaquer ce qui est dur et fort, rien ne la surpasse, rien ne saurait prendre sa place. Que le faible l'emporte sur le fort, que le souple l'emporte sur le rigide, nul ne l'ignore au monde. Mais nul n'est capable de le mettre en pratique. Je te laisse méditer sur la dernière phrase. Nul ne l'ignore au monde, mais nul n'est capable de le mettre en pratique. Et voilà, la tragédie moderne. On sait intellectuellement que forcer, ça marche pas, on le voit partout autour de nous,
Et pourtant, on continue à s'épuiser, à forcer le changement. C'est pas l'eau qui décide de son chemin, elle ne se bat pas contre le rocher, elle l'épouse, elle le contourne, elle s'adapte à chaque forme, à chaque obstacle. Et avec le temps, des années, des décennies, voire des siècles, elle érode les plus hautes des montagnes. Elle ne lutte pas cette eau, elle persiste. Et le Wu Wei sait comprendre que la résistance crée plus de résistance, que forcer le changement génère une contre-force proportionnelle et que plus tu serres le poing sur quelque chose, plus ça t'échappe et ça te glisse entre les doigts. T'as déjà essayé de te forcer à dormir, à te dire « faut que je dorme, faut que je dorme, faut que je dorme » et plus tu essaies, plus tu restes réveillé? Idem, tu vas être plus spontané? Commande-toi d'être naturel. Allez, vas-y, sois authentique, maintenant, sois authentique. C'est impossible, non? Tu ne veux plus penser à quelque chose? Interdis-toi fermement d'y penser. Et voilà que cette pensée occupe tout ton esprit. C'est comme si je te disais ne pense pas au chiffre 383. Voilà, c'est bon, il est apparu, ça marche pas. Donc plus tu forces, plus tu échoues. Parce que certaines choses, comme le sommeil, la spontanéité, l'oubli, le changement profond, ne peuvent pas être forcées. Elles ne peuvent être qu'invitées, accueillies et permises. Et 2500 ans plus tard, à des milliers de kilomètres de la Chine ancienne, un psychiatre autrichien enfermé dans les camps de concentration nazis va redécouvrir exactement le même principe. Mais cette fois dans un contexte clinique, avec des patients, des protocoles et des résultats mesurables. Viktor Frankl, psychiatre viennois et survivant d'Auschwitz, a développé dans les années 1940 une technique thérapeutique révolutionnaire qu'il a appelée l'intention paradoxale. Le principe? Demander au patient de faire exactement ce qu'il craint le plus. Tu as peur de rougir en public? Essaie de rougir autant que possible, force-toi. Tu souffres d'insomnie? Essaie de rester éveillé toute la nuit. Et là, moi je t'assure, cette technique, elle marche super bien. Moi quand j'ai une insomnie, je me dis, surtout, ne dors pas, fais une nuit blanche, fais une nuit blanche, fais une nuit blanche, fais une nuit blanche. Et très souvent, ça marche très bien. Bref, tu as peur de trembler pendant une présentation? Eh ben, force-toi à trembler de toutes tes forces. Tu as des sueurs froides par l'anxiété? Essaie de transpirer le plus possible. Et quelque chose d'incroyable va se produire. Le symptôme disparaît. Ou du moins, il perd son pouvoir paralysant sur toi. Un peu de nuance. Pourquoi ça marche? Parce que dans tous les cas, ce n'est pas le symptôme lui-même qui est le problème, c'est la peur du symptôme, c'est l'anticipation anxieuse. Et cette anticipation anxieuse crée de la résistance et ce combat intérieur. Ce n'est pas le rougissement le problème, c'est la peur de rougir qui crée le rougissement. Comme l'insomnie n'est pas le problème, c'est l'angoisse de ne pas pouvoir dormir qui maintient l'éveil. Dans son ouvrage Le Dieu inconscient, Frankl écrivait « L'anticipation anxieuse provoque précisément ce qui est redouté, tandis que l'intention paradoxale, par le désir de ce que l'on craint, permet de rompre le cercle vicieux. Le patient qui redoute un symptôme névrotique ne fait que renforcer ce symptôme par sa peur même. L'intention paradoxale consiste à souhaiter que se réalise ce que l'on craint, et par ce renversement, on désamorce le mécanisme de l'anticipation anxieuse. Donc t'as tout compris, le patient qui redoute un symptôme ne fait que renforcer ce symptôme par sa peur même. Et c'est là le cœur du problème. Et appliqué au changement, si tu te bats contre qui tu es, tu renforces précisément ce que tu veux changer. Si tu résistes à tes patterns, tu les graves dans le marbre. Si tu luttes contre ton anxiété, tu alimentes ton anxiété. Et si tu forces la transformation, tu sabotes la transformation. Mais à l'inverse, si tu acceptes, ou même, admettons même que tu embrasses, soyons fous, tes résistances, elles perdent leur pouvoir sur toi. Si tu cesses de combattre ton symptôme, le symptôme s'évapore, et si tu arrêtes de forcer le changement devient possible. Imagine que ton esprit, c'est un peu comme des sables mouvants. Tu tombes dedans, ton instinct te dit de te débattre, évidemment, tu luttes pour t'extraire, tu résistes de toutes tes forces. Mais chaque mouvement de lutte te fait t'enfoncer encore plus profondément. Plus tu résistes, plus tu coules et plus t'as de chance de crever. Et la seule façon de survivre au sable mouvant, c'est de s'allonger, de se détendre, d'accepter, temporairement, qu'on est dedans. Et paradoxalement, c'est le fait d'accepter, de se calmer, de s'apaiser, qui va nous permettre de revenir un peu plus à la surface et peut-être de réussir à ramper lentement et calmement vers la terre ferme.
l'Ode taoïste, l'intention paradoxale de Frankl, les sables mouvants. 3 images, une seule vérité. Le changement forcé crée de la résistance, l'acceptation radicale crée de l'espace. Et dans cet espace, le changement peut enfin émerger naturellement. Au Japon, il existe un art ancestral qu'on appelle le kintsugi. Quand une poterie se brise, au lieu de la jeter ou de dissimuler les fissures, des artisans la réparent avec de la laque mêlée à de l'or. Ils ne cachent pas les brisures, ils les célèbrent, ils les transforment en lignes d'or qui font de l'objet réparé quelque chose d'encore plus beau, d'encore plus précieux et d'encore plus unique qu'il ne l'était avant de se briser. Le kintsugi repose sur une philosophie très simple en réalité. Les cassures font partie de l'histoire de l'objet. Elles ne le diminuent pas. Au contraire, elles l'enrichissent. Et nous, on pourrait nous voir un peu comme une poterie. On change constamment, qu'on le veuille ou non. Parfois, on se brise, nos certitudes nous fissurent, nos identités se fragmentent, nos schémas familiers s'effondrent, et deux choix s'offrent à nous. Soit nous passons notre vie à essayer de ressembler à ce que nous étions avant la fissure, intacte, lisse, sans fêlure visible, ou soit nous acceptons que les fissures font maintenant partie de nous. Et que c'est ça, précisément, dans ces lignes d'or qui unissent ces fragments, que peut-être réside notre beauté unique. L'écrivain John Steinbeck, dans Les raisins de la colère, écrivait quelque chose de sublime sur la nature du changement. Le changement arrive comme un vent léger qui plie les branches des arbres et bruisse dans les feuilles. On ne le voit pas, mais on voit ses effets. On parle d'un vent léger, là encore, pas d'une révolution fracassante, pas d'une transformation spectaculaire du jour au lendemain. Un vent léger qui plie les branches. Et tu ne vois jamais le vent lui-même. Tu vois les feuilles qui dansent, tu vois les branches qui se courbent, et tu sens l'air sur ta peau. Et le changement, c'est un peu comme ça. Tu ne le vois pas pendant qu'il se produit, mais un jour, tu te retournes, et tu réalises que tes branches ont changé de forme ou que tes feuilles ne sont plus les mêmes. Tu réalises que tu as grandi dans une direction que tu n'avais pas vraiment choisie consciemment. Parce que peut-être que le changement n'est pas quelque chose que l'on doit atteindre, c'est peut-être quelque chose qui est déjà. Tu n'as pas besoin de te forcer à devenir quelqu'un d'autre, tu as juste peut-être besoin d'arrêter de résister à qui tu deviens naturellement, d'arrêter de se battre contre le fleuve et peut-être simplement de se laisser porter. Alors d'ici à notre prochain épisode, je te propose une mission simple. Observe un changement qui s'est produit en toi, sans effort. Je sais pas, ça peut être un comportement ou une croyance qui s'est dissoute toute seule avec le temps, ou un goût qui a évolué, ou une peur qui s'est atténuée. Et pas parce que tu as travaillé dessus, mais simplement parce que le temps a passé et que tu as vécu. Et demande-toi, si ce changement-là est arrivé tout seul, combien d'autres pourraient émerger naturellement si on arrêtait de leur barrer la route ? Avant de te laisser, quelques petites informations pratiques. Si ton cerveau aime les données autant que moi, abonne-toi à la newsletter. C'est gratuit et j'y partage plein de recherches que j'ai pas le temps de développer ici ou auxquelles je pense après coup. Il y a des réflexions, des coulisses, des exercices, bref, plein de choses. Si ton inconscient préfère les histoires, retrouve-moi sur Instagram, maeva.hypno. Des fragments, des provocations, des questions, bref, Instagram. Et si ton corps a décidé que c'était le moment de changer pour de vrai, eh ben tu sais où me trouver, au cabinet, en visio, et tous les liens sont en description. Dans notre prochain épisode, je vais te montrer pourquoi cette phrase « je veux changer » est un mensonge grammatical. Parce que je n'existe pas. Il n'y a que des nous qui se battent pour le contrôle d'un corps qui croit encore être une personne unique. Et ce conseil d'administration interne, on n'a jamais été invité à la réunion, on ne nous a même pas envoyé l'ordre du jour. Nous explorerons aussi les niveaux logiques de l'identité, les loyautés invisibles, et cette question vertigineuse. Quand tu dis « je veux changer », lequel de tes multiples moi a pris cette décision ? Et lequel va saboter ta décision le lendemain ? C'était Maeva et je te retrouve très bientôt pour une nouvelle exploration des profondeurs de notre condition humaine. Alors d'ici là, rappelle-toi, tu changes tout le temps, même sans le vouloir. Alors la seule question qui compte vraiment, c'est peut-être dans quelle direction vas-tu laisser ce changement t'emporter ?